Cette semaine, dans l'actualité de votre région, la grande première d'un documentaire sur l'anxiété. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année. Bienvenue à Babillard. Le 1er novembre prochain aura lieu la première du documentaire La corde sensible, un film qui couvre l'enjeu du jour, l'anxiété. À la tête du projet, et à seulement quelques jours de la date finale, Majoric Robert s'est entretenu avec nous pour discuter des défis derrière le problème, ainsi que le processus de créer une œuvre aussi intimidante alors qu'il n'est encore qu'au secondaire. Premièrement, c'est stressant. Je fais un documentaire sur l'anxiété qui m'apporte du bon stress. C'est quand même assez ironique, mais ça me fait rire un peu. Mais à travers ça, ce que j'attends le 1er novembre, c'est de voir des gens qui ont eu confiance en ce projet-là. Essentiellement, c'est pas la famille au complet qui vient voir, c'est des gens que je connais pas qui vont apprendre pour la première fois c'est quoi que je fais, c'est quoi qui m'inspire au quotidien. Fait que je pense qu'il y a un peu une part de moi qui est comme, il faut que je prouve ce que je suis capable de faire et que le projet soit à la hauteur des attentes. Comme nous, on fait un tapis rouge, on a des bouchées qui seront servies, on a des performances musicales, mais ça, c'est de l'extra. Ce que les gens viennent voir, c'est le documentaire, donc c'est ça qui doit être sur la coche, en bas guillemets, mais c'est ça. Donc, l'élément principal doit être vraiment à la hauteur de mes attentes, à la hauteur des gens qui viennent le voir aussi. Moi, je sais que les gens ne vont pas voir des petites retouches là, que moi, je vais avoir prévues dernière minute. Mais pour moi, c'est que je sois fier de ce projet-là, que je sais qu'il n'y a aucune retouche à faire dernière minute et que les gens soient satisfaits du résultat. Ce que je m'attends, c'est vraiment de « Wow! Enfin, je me sens écouté. Enfin, je me sens compris, je peux me mettre à la place de ces personnes-là, on peut mieux comprendre. » On met aussi des statistiques puis des mots sur des trucs qu'on n'a jamais parlé. Je pense que ça peut apporter une ouverture au dialogue et ça peut apporter aussi une bonne visibilité aussi pour nos partenaires d'avoir travaillé sur ce projet-là. Ça paraît très bien pour eux de nous avoir aidés sur ce projet-là et inversement. Moi, mon but, c'est vraiment de, oui, faire une soirée de première, mais le but, c'est de l'amener dans des écoles secondaires, faire des soirées de projection gratuites, faire des conférences en rapport à ce projet-là, que ce soit peut-être des examens écrits sur le documentaire. C'est vraiment un projet que je vais amener à long terme. On ne le sortira pas sur Internet avant le 1er novembre 2025. Donc, pendant un an, nous, on veut vraiment l'emmener loin. On veut l'emmener dans des écoles secondaires, des dîners de projection, vraiment emmener ce projet-là pour qu'il vive. Le but, c'est pas juste de faire une soirée de projection, faire « OK, on va à un autre projet ». Le but, c'est de l'emmener vraiment à long terme, que ça soit aussi inspirant pour moi et inspirant pour ceux qui l'écoutent. Je pense que mettre aussi un visage et faire comme « Hey, si lui était capable de le faire, moi, je suis capable de le faire ». Parce qu'il y a 2 messages là-dedans. C'est « Il manque de solutions pour l'anxiété » et « Peu importe, peut croire en ses rêves et peut le faire si tu es bien entouré ». Et puis le but, c'est vraiment de montrer que moi, c'est des contacts que j'ai eus avec le temps. Tu commences petit, tu finis gros. Puis je pense que c'est juste le début du commencement de ce beau projet. Ça part de loin. Je pense que ça part aussi d'un besoin de donner une belle voix à notre génération. On a tout le temps le sentiment, on dit tout le temps que notre génération, c'est soit ils font rien, ils sont paresseux, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'avenir. Je trouve qu'on généralise beaucoup. Puis je pense que c'est ma motivation au quotidien, tout simplement. C'est ça qui me donne envie, jour après jour, de créer des nouveaux projets. Pas pour mon bien personnel à moi, parce qu'on va s'en rendre compte que dans chacun de mes projets, mon but, c'est de mettre des jeunes de l'avant dans mon équipe, que ce soit au montage, que ce soit à la caméra, que ce soit dans l'accueil, dans l'équipe technique. Les gens qui vont venir au lancement aussi vont le voir que c'est juste des jeunes. Et mon but, c'est pas d'avoir le mérite de ce projet-là, mais vraiment de le redonner aux autres aussi. Oui, c'est moi qui réalise, qui produit ce projet-là, mais c'est vaste, puis il y a plusieurs personnes qui participent à ça, puis je pense que c'est important de les remercier parce qu'ils ont fait partie du parcours du cheminement de ce projet-là. C'est grâce à eux que je suis là. Je pense que c'est important de le nommer. Puis, il y a 2 ans, je faisais mon podcast. C'était difficile parce qu'il fallait que tu trouves des invités, mais un gars de 15 ans qui fait un podcast, c'est pas tout le monde qui est intéressé à y participer. C'est pas à chaque jour que tu entends ça, premièrement. Puis moi, je pense pas qu'on devrait s'arrêter à l'âge de la personne qui fait le projet.
mais plutôt à c'est quoi ses investissements, c'est quoi qui l'inspire à faire ce projet-là, ses objectifs avec ça. Tu sais, mon documentaire sur l'anxiété, mon but, c'est pas de faire du profit avec ça, ça va être redonné à des organismes. Tous les profits qu'on va faire pour la soirée de lancement, ça va être redonné aux versants qui nous aident dans ce projet-là. Donc, mon but, c'est de redonner à la communauté, en même temps de me lancer un message d'espoir, faire parler des jeunes, donner une voix à ces jeunes-là. Je pense que c'est ça qui compte en arrière de ça. Et ce parcours-là, ça part de loin. Parce que quand j'avais 12 ans et que j'ai lancé mon entreprise, je suis pas la même personne que je suis maintenant à 16 ans. Je suis plus rigoureux dans ce que je fais et ça m'intéresse beaucoup plus. Je le fais pas pour dire que je le fais et je le fais pas pour dire que je veux avoir 100 personnes qui le regardent. 5 personnes qui le regardent, ça va me faire plaisir si ces personnes-là ont senti que c'est venu les toucher tout simplement. C'est gros comme projet. Au début, tu penses que ça va bien se faire. Ah, tu tournes, un mois de montage. Moi, au début, on filme en mai, on va sortir ça en juillet, soirée de lancement, la date. Et oublie ça, on va être le 1er novembre et ça va être notre soirée de lancement. Pourquoi ça a été aussi long? Bien, premièrement, il faut avoir l'ordinateur assez performant pour faire le montage. Il y a ça. On filme avec des caméras énormément avec une bonne qualité. On a à peu près 800 gigs de footage pour le documentaire. C'est beaucoup. C'est pas n'importe quel ordinateur qui peut faire rouler ça. Donc, il y a ça à penser. C'est des dépenses aussi à rajouter. C'est aussi à connaître le logiciel. Il faut que tu utilises un bon logiciel pour faire que ce soit de la colorimétrie, des transitions qu'on ne peut pas trouver dans un logiciel que n'importe qui utilise pour faire des TikTok à la maison. On n'utilise pas CapCut, nous autres. On utilise vraiment Premiere Pro. On utilise la suite professionnelle qui n'est pas donnée aussi. Donc, c'est vraiment des coûts à calculer dans ton documentaire. Est-ce que je peux me le permettre d'utiliser ça? Est-ce que je peux me permettre d'avoir le temps aussi d'apprendre le logiciel? Il n'est pas facile à comprendre, ce logiciel-là. Je l'ai compris avec mon ami quand on a commencé le montage. On était comme « Oh, OK, il n'est pas facile, Premiere Pro. » c'est facile à trouver des tutos un peu partout, des indices, des guides sur Internet. On a été capable un peu de s'en sortir avec ça. On l'a connu. Donc, les premières semaines, c'était vraiment d'apprendre à connaître le logiciel, avoir l'ordinateur assez performant aussi. Donc, ça a été une dépense de plus, évidemment. Et c'est vraiment de voir comment ça fonctionne, comment je peux faire ça, le 4K, le export, le render. C'est tout plein de termes que nous, en tant que personne dans le domaine, on comprend. C'est pas tout le monde qui comprend ça, surtout les gens qui vont venir l'écouter. Moi, j'aime leur montrer l'arrière-scène, tout simplement, excuse-moi, pour leur montrer que c'est pas autant facile qu'ils pensent, qu'il y a un travail derrière ça. On est à peu près à 100 heures de montage là, en ce moment dessus et on est loin d'avoir fini, là, dans le sens on s'approche de plus en plus de la date finale. Mais à l'heure où on se parle, il nous reste encore plusieurs trucs à faire. Les titres, la musique rendent ça encore plus attrayant. Il y a ce stress-là aussi de faire est-ce que mon documentaire va être à la hauteur? Est-ce que les gens vont aimer ça? Puis ce que j'ai appris à travers ça, je pense que c'est d'avoir des échéanciers, avoir un plan de qui fait quoi, qui fait telle partie. Toi, tu fais les enseignants. OK, moi, je vais y aller dans les jeunes, je fais les B-roll. Il y a plein de trucs à apprendre à travers ça. Je pense que ça m'a fait apprendre que c'est pas tant facile à faire. Puis ça va faire aussi apprendre aux autres gens qui m'ont aidé à comprendre un nouveau logiciel pour faire des nouveaux projets. On va être mieux préparé pour le prochain projet. Donc, tu sais, on est mai jusqu'à novembre, c'est pas si pire, mais pour un gros film, on peut s'imaginer que c'est beaucoup plus de job. Nous, c'est un documentaire de 30 minutes, on fait pas d'effets spéciaux green screen avec plein d'explosions. Ça reste basique, mais c'est beaucoup, là, 2 angles de caméra. Couper et mettre la bonne personne, c'est beaucoup de job. On le pensait pas au début et finalement, on a eu beaucoup de plaisir à apprendre ça, de faire l'introduction, le générique, c'est aussi des trucs qu'il faut penser, bien penser aussi pour que ça ressorte bien sur l'écran. C'est plein de petites choses qu'au fur et à mesure, tu l'apprends, tu es comme « Ah, je vais améliorer ça pour la prochaine fois. » Mais je pense qu'essentiellement, c'est vraiment d'apprendre à travers le processus créatif et aussi de s'entourer des gens qui sont autant passionnés que toi, qui ne le font pas pour les sous à la fin ou qu'est-ce que ça leur donne pour eux, mais vraiment pour apprendre. Donc moi, c'est vraiment ça. Je l'ai fait avec mon ami. On a une autre personne aussi qui nous aide, mais comme les deux, on fait ça de notre temps. Il fait ça de son temps. Il aime ça, il découvre aussi. Je suis content quand il me montre qu'est-ce qu'il a appris. C'est pour ça que rejoindre les jeunes, mettre en valeur ces personnes-là, puis découvrir leur talent. Il y avait plein de trucs que lui, il savait comment faire, puis pas moi. Fait qu'on s'apprenait des trucs au fur et à mesure. Moi, l'anxiété, ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tu sais, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir.
que il ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année. J'ai été rencontré pour travailler avec ça. Maintenant, je le vis mieux. Mais comme je dis, il faut tout le temps que je sois occupé parce que sinon, des fois, je peux être anxieux de ne pas faire quelque chose. C'est un problème, ça. Dans le sens que des fois, j'ai l'impression de ne pas assez en faire malgré que j'ai 50 000 projets, tu comprends? Donc, je pense que l'anxiété, c'est différent pour tout le monde. Chacun a son type, chacun le vit différemment. Je pense que c'est ça qui est beau là-dedans parce qu'on se partage nos solutions dans ce documentaire-là. Et je pense que c'est important d'en parler. On ne devrait pas avoir peur d'en parler. C'est pas ce que c'était il y a 10 ans, là. Je pense que maintenant, de plus en plus de personnes s'ouvrent là-dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux, des enseignants, des élèves ou peu importe. Je pense que c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Puis c'est pour ça que moi, je prends ma situation personnelle pour faire un projet qui va redonner au suivant, qui va permettre de mettre une voix pour nos jeunes. C'est sûr qu'au début, tu le vis un peu difficilement. Tu ne sais pas pourquoi tu as ça. Est-ce que je suis bizarre d'avoir ça? Est-ce que c'est normal d'avoir ça? Moi, ce que je répondrais, c'est normal d'avoir ça. Tout le monde a ses problèmes, ses situations différentes des autres. C'est normal d'être différent. On dit tout le temps que tout le monde est différent, mais surtout dans ce cas-là, je pense que les problèmes de santé mentale, on doit en parler. C'est important. Puis je pense que moi, ce que je dis souvent, avoir un loisir, ça s'aide énormément à complètement se déconnecter la tête de ça puis se concentrer sur quelque chose de positif. Moi, en faisant mes projets, pas que j'oublie ça. Je sais que c'est quelque chose que je dois travailler quand ça va moins bien, mais quand ça va bien, puis ça te donne envie que ça aille bien quand ça va pas bien. On dirait que c'est comme un cheminement de plus que ça va bien, quand que tu vas avoir des passes qui vont être plus difficiles, tu vas déjà avoir des solutions pour mieux t'aider. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Puis je pense que c'est plate, il y en a plusieurs qui ont soit pas de loisirs, ça les intéresse pas de faire quoi que ce soit dans la vie ou ils ne savent pas où s'en aller. Je pense que des fois, c'est drôle à dire, mais un conseiller d'orientation peut t'aider pour qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard. Ça te motive aussi à trouver une job qui coordonne avec ça, trouver un loisir. Il y a plein de trucs, surtout au secondaire, que ce soit en parascolaire ou à l'extérieur. Tu peux t'inscrire dans une panoplie d'activités maintenant qui s'offrent aux jeunes et aux moins jeunes. Je pense que se trouver un loisir, ça l'aide. C'est pas facile au début. On a l'impression d'être seul là-dedans. En parler, si c'est possible, c'est vraiment le minimum que tu peux faire. Quand c'est nouveau pour toi, on dirait que tu vois juste ça, que c'est juste ça qui te suit au quotidien. Tu vois pas le positif dans tout ça. Puis je pense qu'avec le temps, ça vient aussi que tu vis avec ça au quotidien. C'est comme une routine. C'est drôle à dire, mais au début, c'est difficile. Tu te lèves, « Oh mon Dieu, je peux pas aller à l'école. » Je pense pas que tu devrais arrêter toute ta vie au complet. Je pense que c'est en continuant ce que tu fais de bien, de beau, que tu aimes, qui te donne envie de un peu passer à travers ça pour faire comme « Hey, finalement, ça va mieux. » Mais l'anxiété, ça se guérit aussi. Bien, ça se guérit, c'est un grand mot, mais dans le sens que ça reste tout le temps dedans de toi, mais ça l'aide quand tu as quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui est là pour t'écouter, que ce soit un ami, de la famille, un adulte de l'école, le psychologue, travailleur social. Je pense que c'est ça. Mais c'est des fils de l'attente. Je pense que des fois, il y a d'autres solutions aussi qu'on peut trouver, que ce soit à la maison, avec tes parents, en parler, faire quelque chose qui t'intéresse, te trouver une job des fois. Des fois, tu sais, quand tu es tout seul avec toi-même, ça t'aide pas plus aussi. Donc, c'est vraiment plein de solutions qu'on essaye de parler dans le documentaire. C'est pas facile quand tu as vu au début, tu te sens tout seul, comme on en a parlé. Mais je pense qu'avec le temps, moi, j'ai courage, puis ça va bien aller. Je pense qu'on est dans une société en constant changement. Chaque jour, ça évolue. On dirait qu'on est de plus en plus proche aussi de ce qui se passe dans le monde au complet. C'est surtout ça, la principale cause, que ce soit de performer à l'école, voir que ça va pas bien dans le monde, s'inquiéter aussi pour les autres. Je pense qu'on a une empathie derrière ça. Tu sais, des fois, quand on est trop empathique, on reçoit tellement de négatifs que là, on pense pas à nous-mêmes. On veut trop aider les autres, on veut trop faire « Hey, il faut que j'aille aider ces personnes-là, ça va pas bien, il faut en parler, il faut faire changer les choses. » Puis surtout pour une personne anxieuse, dès que c'est une situation qui va être grave, on dirait qu'on la voit encore 10 fois plus grande. Pourquoi? On est fait comme ça. Et je pense que cette anxiété-là est là chez le quotidien de tout le monde. L'anxiété et le stress, c'est pas la même chose. Si on fait la différence dans le documentaire, ça peut être un bon stress. Tu sais, l'anxiété, c'est vraiment le diagnostic, mais ça peut être un bon stress qui est bon pour un examen qui va t'aider à performer ou un négatif stress, que c'est celui-là que tu dois travailler. Parce que c'est normal d'être stressé dans la vie, c'est normal d'avoir des situations que tu es comme « Est-ce que je vais y parvenir? Est-ce que je vais être capable de traverser au travers ça? » Je pense que ça fait partie du cheminement de tous. Et si on n'avait pas du stress, je pense pas qu'on serait tous vivants encore aujourd'hui. C'est ce qui nous permet des fois d'agir sur le moment et tout ça.
Mais principalement, l'anxiété, c'est ça les causes. Que ce soit chez les jeunes, c'est beaucoup l'école, la performance, avoir un travail. Est-ce que je vais manquer de sous plus tard? Là, on le voit que les logements, c'est astronomique. Est-ce que je vais vivre encore chez mes parents? Est-ce que je vais être capable de m'acheter un auto? Comment je vais me déplacer? Et puis, les personnes anxieuses ont souvent besoin de plans dans leur vie qui sont fixes. Mais comme je le dis, la société est en constant changement et c'est difficile d'essayer de planifier, que ce soit sa retraite, sa vie plus tard. On ne le sait pas, qu'est-ce qui peut arriver si tu veux aller étudier, par exemple, pour être médecin, mais que finalement, c'est pas ça qui t'intéresse. Pas grave, ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton cheminement. Ça paraît facile, comme je le dis, d'essayer de traverser tout ça. C'est loin d'être facile, ça, j'en suis convaincu. Et je pense qu'il y a des experts là-dedans, mais ces experts-là ne sont pas tout le temps là. Il y a des listes d'attente énormes. Je pense qu'en se donnant des solutions entre nous, dans le documentaire, que ce soit des enseignants qui ont parlé, des intervenants du versant qui m'ont entouré, parce que c'est un sujet qui est difficile à parler, tu vas avoir le bon angle sans vexer des personnes, parce que des fois, tu peux dire des mots ou des opinions en rapport à ça qui sont différentes. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment allé chercher une vague beaucoup, très grande d'experts qui sont venus parler sur le sujet. C'est sûr qu'une des conséquences, ça peut amener un taux de suicide chez les jeunes, un taux d'absentéisme à l'école. Ça peut affecter leurs notes, affecter leur suite, leur continuité, leur parcours scolaire. Il y a ça. En tant que société, ce que ça peut affecter, ça peut être des jeunes qui ont moins le goût d'aller travailler, qui sont plus intéressés à rester sur eux-mêmes. Ça peut affecter le marché du travail. Je pense pas que c'est une possibilité vraiment dans l'immédiat, mais au long terme, on pourrait voir peut-être éventuellement ça. Je pense qu'on est beaucoup les jeunes, on est centralisés sur nous-mêmes. Je vois beaucoup de gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, ne veulent pas en parler. Donc, il y a surtout ça. Je pense que ça va amener une société qui va être moins prête à en parler, qu'on va avoir encore peur d'en parler, malgré que ça ne sera plus vraiment un tabou dans 5-10 ans comme ça l'était il y a 20 ans. Tu comprends? Donc, il y a ça. Je pense que c'est un travail à faire en tant que société de démocratiser ça, de faire comme « Hey, c'est normal d'en parler ». On voit de plus en plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux le montrer grandement, là, que c'est eux, ils vivent ça. Puis je pense que ça l'amène aussi d'autres jeunes à moins s'enfermer sur eux-mêmes. Je pense pas aussi que ça va être vraiment quelque chose de négatif au long terme, mais de positif. Ça va apporter peut-être plus d'inclusivité en rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont vouloir bien plus se parler en rapport à ça. Ils vont se rendre compte que hey, c'est normal de vivre ça, c'est normal. Les jeunes, on est comme ça, que ce soit jeune ou moins jeune. On parle beaucoup des jeunes, mais il y a beaucoup d'adultes, que ce soit des mères monoparentales, des parents qui ne sont pas capables aussi de payer, d'arriver à la fin du mois puis qui ont des enfants qui ne veulent pas donner ce stress-là. C'est génétique, dans le sens que quelqu'un qui, si ma mère a de l'anxiété, il y a des bonnes chances que moi aussi, j'aie ça aussi. Surtout si dans la famille, c'est un milieu qui est difficile, qui est stressant. Fait que c'est pour ça que tantôt, je vais revenir un peu au point que j'ai dit, d'avoir une autre vie complètement qu'à la maison, d'essayer de ne pas se renfermer sur soi-même, ce qui est difficile à faire, mais que ça vient avec le temps, comme avoir des loisirs, tout ça, comme je l'ai dit, ça l'aide énormément à être une autre personne et à être une meilleure version de soi. C'est pour ça, quand on arrive chez soi, on le sait que c'est un peu plus difficile si on est dans un milieu difficile ou qu'on a de la pression par nos parents, notre famille, nos amis, nos sœurs. Tu sais, je pense que ça peut nous préparer un peu à ça. Bien, je dirais que j'ai choisi le documentaire premièrement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un domaine que j'ai jamais exploré encore, puis ça me donne envie encore plus de m'entourer d'experts pour faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'un documentaire aussi de 30 minutes, ça donne encore plus l'emphase. On va être attiré par ça. Tandis que si c'est des capsules de 5-10 minutes par semaine, on va perdre un peu le bout du fil. On dit l'essentiel en 30 minutes, on dit ce qui manque. Si je pourrais dire en bon québécois, ça fesse. Dans le sens qu'on va prendre l'angle parfait pour attirer l'attention des gens, pour faire comme il manque de ressources en quelque part, il y a ça à améliorer, il faut améliorer ça, il faut parler de ça. Donc c'est vraiment, je pense que le documentaire, ça nous permet d'être à sa manière, parce que ça peut être un documentaire d'1 heure, autant que ça peut être un documentaire de 15 minutes, de 10 minutes, ou peu importe, on le fait à sa manière. Moi, j'ai décidé le format de 30 minutes, c'est parfait. C'est à peu près le même format qu'une émission conventionnelle qu'on écoute, ça s'écoute bien. Puis je pense qu'on a dit l'essentiel en 30 minutes aussi. C'est pas facile de faire un documentaire. Il faut que tu sois, premièrement, il faut que tu aies les bons logiciels, les bonnes caméras, surtout quand tu... Parce que nous, notre projection, ça va se faire sur écran géant avec un projecteur, donc il faut que la qualité soit là pour que ça ressorte bien. Donc, il faut vraiment s'entourer de gens du domaine. Comment on pourrait réaliser ça? C'est quoi l'angle de caméra qui pourrait être bon? L'angle aussi de nos questions. Donc, c'est tout ça qu'il faut penser. Il faut que tu aies aussi le budget. J'ai eu la chance d'avoir des gens comme le Club Richelieu qui m'ont aidé, qui m'ont prêté des sous tout simplement pour réaliser ce projet-là. Donc, on a vraiment travaillé ensemble là-dessus. Il y a aussi les studios Big Green qui m'ont accueilli, qui ont tourné justement. Je pense que c'était important pour moi, la
l'aspect professionnel, pas filmer ça au téléphone, malgré que ça aurait donné un bon résultat. C'est le message qui compte au final, mais j'avais besoin de quelque chose de frappant, quelque chose de professionnel pour, après ça, emmener ce projet-là vraiment longtemps dans les écoles secondaires dans les prochaines années. Un documentaire, ça s'écoute bien, on peut l'écouter encore dans 10 ans, on va encore comprendre que c'est un sujet d'actualité et la qualité va être bonne encore. Donc, c'est ça. Je pense que c'était pour le projet du long terme, pour le fait qu'il faut avoir quelque chose de gros pour commencer, pour après ça attirer l'attention sur les autres projets qu'on va faire là-dessus. Donc, il y a peut-être une part d'ego, mais il y a une part aussi de les gens vont être attirés par ce que j'ai fait, vont être encore plus attirés si j'apporte des solutions. Le but, ça serait peut-être de faire un autre documentaire après ça sur les pistes de solutions, rencontrer ces personnes-là 3-4 ans après, voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a dans leur quotidien. Suivre une personne dans son quotidien dans le documentaire, c'était quelque chose que j'aurais voulu faire, mais ça sera pour un prochain projet. La corde sensible, c'est vague comme mot. C'est vaste, ça veut tout dire en même temps. La corde sensible, des fois, on dit que les gens sont sensibles, donc le mot sensible va avec ça. Mais la corde aussi, comme c'est une mince corde d'anxiété. C'est soit tu es dessus, tu es correct, tu vis bien, ou que ça peut déchirer à n'importe quel moment. Je pense que ce titre veut tout dire. Ça montre que c'est quelque chose qui est très fragile pour certaines personnes d'en parler, que juste en parler, des fois, ça peut leur faire retomber dans des moments qui sont difficiles, comme le suicide, des idées noires et tout ça. Donc, c'est vraiment le message que je vais envoyer un peu dans le titre. Ça en montre beaucoup sur ce qu'on va voir dans le documentaire. On s'attend à beaucoup de rebondissements. Ce que je veux dire, c'est pas un documentaire de suspense. On le sait qu'est-ce qui va arriver, on le sait qu'il manque des ressources. Je pense que ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'on mette des solutions sur des problèmes qui sont actuels. Écoute, je ne suis pas un expert là-dedans. Il n'y a personne dans mon documentaire aussi, malgré les intervenants, qui s'y connaissent autant que moi. Donc, je pense que c'était ça qui était important, de voir des personnes, des jeunes vulnérables, des adultes vulnérables, des enseignants, des mères aussi. C'est super intéressant de mettre en valeur tous les tranches d'âge. Et puis, mes questions étaient très libres. Donc, mon but, c'est de leur offrir une liberté d'expression, d'offrir ce qu'ils pensent le plus. Donc, vraiment, je pense que le mot est à retenir, c'est un documentaire naturel. On voulait pas trop de flafla, on voulait faire ça simple, efficace et qu'on comprenne le message au final. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis le 30 minutes, ça va passer vite. Autant qu'il y a un certain 30 minutes que tu vas pouvoir rire, autant qu'il y a un certain 30 minutes que tu vas faire « Oh! » C'est vraiment cette situation-là que je vis moi aussi. Je pense que tu peux même t'identifier à certaines personnes qui ont parlé dans le documentaire, peu importe ton âge. Donc, il y a ça, il y a cet aspect-là d'ouvrir la discussion. Ce documentaire-là permet d'ouvrir la discussion sur le sujet, de faire comme c'est normal d'en parler. Et puis, ces personnes-là qui sont venues parler nous ont parlé même leurs solutions à eux aussi. C'est intéressant de savoir comment ils vivent dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Et toutes les personnes étaient avec nous tout le long de la journée de tournage. Ça leur a permis aussi de découvrir ce domaine-là qui était intéressant d'en parler. Je pense qu'on peut passer vraiment plus facilement par la vidéo pour faire passer un message que par l'écrit ou par la voix ou peu importe. Je pense que ça donne encore plus une image de la personne qu'on a devant nous, les sentiments. On le voit, le sentiment à travers la caméra. Donc, essentiellement, c'est ça qu'on va ressentir pendant ces 30 minutes-là. On va ressentir beaucoup d'empathie, beaucoup de tristesse aussi et de moments aussi qu'on va se sentir écouté. Je pense que c'est ça, essentiellement. Tous les moments étaient bons, tous les moments étaient intéressants. Mais ce qui m'a le plus marqué, ça serait de voir mes enseignants qui ont parlé tout simplement, qui ont dit « Oui, je fais partie de ton projet, j'ai confiance en ce que tu fais, je crois en toi, je crois en ce que tu fais, mais je veux partager mon histoire parce que ça va être des élèves aussi qui ont déjà eu, qui vont regarder ça. » Je pense que c'est ça qui m'a inspiré un peu. Ça m'a dit « OK, ouais, je vais en inviter encore plus des enseignants, je veux les voir parler, je veux leur donner leur voix. » Parce que des fois, on dirait qu'on oublie que quand nous, on raconte nos histoires à nos enseignants, ça va pas bien, eux aussi, ils ont une vie derrière ça et on le voit encore plus, on le découvre encore plus dans ce projet-là de comment eux, ils vivent ça. Quand un élève vient leur dire « Hey, moi, ça va plus, je pense que c'est ce soir que j'en termine avec ma vie. » On a vécu ça. C'est ça c'est touchant parce qu'en tant qu'enseignant, eux aussi, ils ont peu de ressources pour aider ces jeunes-là. Les listes d'attente sont énormes. J'ai entendu des enseignants qui ont donné leur numéro personnel aux élèves, faire « Appelle-moi si ça ne va pas, je vais être là pour toi ». Il y a un rôle aussi là-dedans que c'est pas prévu dans leur charge de travail aussi. Fait je pense qu'il y a aussi ce message-là aussi envoyé de « Hey, on va apporter plus de ressources à nos enseignants. Je pense qu'ils en ont besoin. C'est pas dans leur charge de travail des fois d'aller jusque-là, mais ils le font pareil parce qu'ils nous aiment. Et ça fait partie du travail aussi. Chez certains, il y en a que c'est essentiel. Il y en a que d'autres que c'est un peu plus difficile, qu'ils ont plus besoin d'être sur eux-mêmes, de faire la différence entre élèves, enseignants et je t'aide et tu m'aides pas. Donc, je pense que mettre en valeur ceux-ci, ça nous permet de plus se mettre à leur place, de faire comme, OK,
je comprends ce qu'ils vivent. Ils sont des personnes comme nous, sont humaines, c'est normal. Les gens peuvent encore se procurer des billets à agenceaka.com dans la section La Corde sensible. Tous les infos sont là. Donc, dans le fond, on vous attend de 17h à 19h. Donc, l'entrée des gens se fait à partir de cette heure-là. Tout le monde va être en salle à 19h, assis jusqu'à 21h pour regarder le documentaire sur l'anxiété. Donc, de 17h à 19h, on va avoir un cocktail bouché qui va être servi, des photos sur le tapis rouge, des discussions avec nos partenaires, des gens qui ont fait aussi le projet qui vont être là pour parler de comment ils se sont sentis. Je mets aussi des talents locaux en vedette, des jeunes chanteurs, chanteuses qui vont être là pour justement montrer leur talent, des chansons qui ont rapport avec la santé mentale. Donc, c'est vraiment un beau message cette soirée-là. Je pense que ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Le documentaire, c'est aussi la soirée de lancement. C'est ce qui conclut cette belle aventure-là qui ne fait que commencer. Donc là, on a à peu près 120 billets de vendus. Il nous en reste une centaine encore. Donc, il faut aller à agenceaka.com pour réserver vos billets. Ou sinon, il va en rester possiblement à la porte. Mais l'engouement est assez fort, donc on ne garantit pas qu'il va y avoir des billets à la porte. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour réécouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Les gens sont peut-être pas assez au courant de ce qui nous reste comme zone tampon puis comme zone de verdure. C'est sûr qu'on travaille tous, on est tous très occupés, on élève nos familles, puis parfois on oublie ce que la ville a comme petit cachet, comme petit trésor. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est la sensibilisation, je pense, qui est peut-être manquante à ce niveau-là.